Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Donc merci à tous d'être là, à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on va parler de la RTE, donc de la responsabilité territoriale des entreprises. Donc le but de cette table ronde il va être double. Donc d'abord comprendre ce qu'est la RTE et ensuite avoir un maximum d'exemples concrets de ce que ça peut vouloir dire au sein des organisations. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter nos intervenants. Donc on a Marilyn Philippi, qui est professeure d'économie à Bordeaux Sciences Agro et chercheuse associée à l'INRAE AgroParisTech. Elle est aussi rédactrice en chef de la RECMA. Et à côté d'elle, on a Elsa Blanc, qui est chargée de projet RSE chez Intersport France. Et enfin, on a Romain Peton, qui est consultant RSE et aussi fondateur de Tactique et de 14 septembre. Donc, c'est l'agence qui organise le festival dans le cadre duquel a lieu cette table ronde. Donc, merci à tous les trois d'avoir bien accepté cette invitation. Et donc, on va commencer le tour de table. Et à la suite du tour de table, il y aura une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions et à nous les poser après ce tour de table. On va commencer avec Marilyn. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la RTE et la différence avec la RSE et pourquoi on a besoin de ce nouveau concept? Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous et puis merci pour l'invitation. C'est un super festival, c'est vraiment très intéressant et très dynamique. Et avant de commencer, finalement, je vais peut-être vous faire un petit sondage. Qui connaît ce qu'on appelle la responsabilité territoriale des entreprises? Est-ce que ça dit quelque chose? Ah, quand même, un petit peu, super. Alors oui, cette table ronde, elle s'intitule Responsabilité territoriale des entreprises. Et effectivement, c'est une notion qui est très proche de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Alors, on va peut-être rentrer un petit peu dans la définition. Qu'est-ce que finalement, d'abord, déjà la RSE? La RSE, ça va regrouper toutes les bonnes pratiques pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Ce qui fait la différence, je dirais, avec la responsabilité territoriale des entreprises, c'est que finalement, on a un basculement de logique. La responsabilité territoriale des entreprises, c'est un entreprendre en responsabilité et en collectif pour le bien commun. Et en fait, on va partir des besoins concrets des personnes pour construire des réponses, pour trouver des solutions. Et on est bien au cœur du festival Anticipation, où l'idée, c'est bien de voir comment on peut répondre aux grands défis. Et ce qui fait la différence, je dirais, avec la RSE, c'est que ce sont des démarches qui sont collectives. Et c'est ça qui devient très important. Quand vous êtes dans une démarche RSE d'entreprise, et on pourra voir des exemples avec Elsa par exemple, eh bien, ce que vous allez chercher à faire, c'est à faire attention à vos impacts environnementaux, sociaux, tout en générant création de valeur. Lorsque vous êtes en responsabilité territoriale, ce qui est important, c'est de regarder et de co-construire avec les différentes parties prenantes des territoires des solutions. Et ça, c'est un petit peu différent parce que ce qui est important, c'est vraiment le collectif. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais essayer d'illustrer ça concrètement. Quand on parle de dispositif collectif, c'est par exemple ce qu'on va trouver dans les tiers-lieux, dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Pour cette dernière, l'idée, c'est de regarder comment des personnes qui sont privées d'emploi depuis longtemps peuvent revenir à l'emploi. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un collectif qui se met en place pour les aider à retrouver un emploi en fonction de leurs besoins, de leurs compétences et de leurs envies. Et ça, c'est donc un inversement de logique qui est très important parce qu'on va vraiment partir du concret pour construire le lien et le retour à l'emploi. Puis je vais donner peut-être un deuxième exemple d'une entreprise qui est en responsabilité sociale, donc en RSE. Alors, c'est une entreprise, c'est une coopérative. J'allais dire une petite coopérative. Effectivement, c'est une coopérative du nord de la France, mais qui, c'est une coopérative laitière. Elle est checkée partout. Elle est en ISO 26000, donc la norme ISO internationale de la responsabilité sociale des entreprises. Elle est entreprise à mission. Tous les agréments possibles et inimaginables, elle les a. Elle fait de la décarbonation de ses flottes pour la collecte du lait. Donc voilà, elle est vraiment exemplaire. Et pourtant,
elle exprime bien que lorsqu'elle est en RSE, elle va traiter ces différentes questions. En revanche, elle sait qu'elle fait de la RTE quand, par exemple, elle fait des actions qui sont pour la communauté. Et par exemple, c'est un exemple qu'elle donnait, que la directrice de la coopérative donnait de manière très, très claire, c'est qu'en fait, l'usine est située au bout de la rue du lycée où il y a eu le décès d'un enseignant suite à une attaque. Et donc, tout de suite, l'entreprise s'est mobilisée pour libérer les parents, enfin leurs salariés, mais qui sont aussi parents. Ils ont fait un accueil de l'ensemble des élèves. Ils ont participé au soutien. Et en fait, ce qu'elle exprime très bien, c'est que finalement, quand je suis en RTE, ce qui est important, au-delà de la RSE, c'est ma communauté. C'est comment je crée de la valeur, comment je prends soin de l'ensemble de mes parties prenantes. Que je sois en connexion directe, par exemple, dans ma chaîne de valeur, mes clients, mes fournisseurs, mais au-delà de mes autres parties prenantes, les collectivités territoriales, les citoyens, les riverains, toutes les personnes qui vont construire mon territoire. Et la question du coup de l'ancrage, et on va le voir avec les exemples autour de la table ronde, montre bien que lorsqu'on est en responsabilité territoriale, ce qui devient important, c'est le faire société et comment je peux recréer du lien social. Voilà. J'espère que je n'ai pas été très, très longue, mais voilà, l'idée de définir et de préciser un petit peu ce qu'est la RTE, la différence avec les RSE, permet voilà, de voir un petit peu. Et puis, voilà. Merci Marilyn, c'était très clair. Tu parlais de coopérative. Peut-être Elsa, tu peux nous dire un peu quel est l'impact du modèle coopératif sur l'ancrage territorial et la coopération territoriale chez Intersport France ? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci Marilyn pour cette introduction qui fait complètement écho à ce que nous, on peut faire chez Intersport France. La RTE, pour nous, c'est un nouveau concept qui vient complètement mettre un cadre théorique et des mots sur une pratique qui se rapproche, sur une pratique chez Intersport qui se rapproche complètement de la RTE. Effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que Intersport, c'est une coopérative française composée d'un peu plus de 300 adhérents indépendants. C'est une vieille entreprise, Intersport. On a fêté nos 100 ans cette année. Une entreprise historique qui, au départ, s'appelait La Hutte. Et La Hutte, on équipait les scouts de France avec du matériel de scoutisme, du matériel de camping. Et donc, en fait, on s'est complètement construit autour de cet ancrage territorial et dans les territoires. Et ça fait vraiment partie de notre ADN. Et aujourd'hui, notre maillage territorial est un de nos principaux atouts, puisqu'on est très présent dans les territoires, on est très présent dans des petites et moyennes agglomérations en France. C'est en train de changer avec la reprise notamment de l'enseigne GoSport en 2023 qui nous fait arriver dans des centres-villes ou dans des agglomérations plus importantes comme à Paris par exemple. Mais historiquement, c'est bien notre cœur d'implantation dans des zones commerciales de petites et moyennes agglomérations. Et donc ce format coopératif, c'est notre ADN, c'est notre structure juridique et c'est un format qui est très singulier. Donc par notre ancrage territorial, comme je l'expliquais, et puis on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi par une gouvernance qui est très singulière. La gouvernance d'Intersport France, elle repose sur un binôme entre une centrale, donc là où je travaille dans l'Essonne à Longjumeau, et un binôme avec nos adhérents indépendants qui donc reflètent complètement le territoire et les enjeux du territoire et nous permet de rester connectés au terrain, comme on dit chez nous. Et donc, voilà, c'est notre ADN, comme je le disais, avec ces différents échelons de gouvernance. Donc, on a aussi des présidents de région, ce qui nous permet d'avoir une gouvernance donc, à l'échelle territoriale avec les magasins en groupe de magasins, à l'échelle régionale avec nos présidents de région et à l'échelle nationale avec la centrale. Mais ce qui est très important, c'est que le national n'a pas du tout vocation
à venir imposer une politique descendante sur le terrain. C'est d'ailleurs tout l'inverse, tout part tout le temps du terrain. C'est le cas d'ailleurs de notre mouvement RSE, notre mouvement Engagé Sport, qui a été créé en 2020 et qui s'est vraiment construit à la suite d'initiatives locales. Voilà, donc ça c'est très important. Et je rajouterai juste sur ce sujet de la coopérative que du coup on a vraiment des adhérents indépendants qui sont des entrepreneurs locaux et qui participent très activement à la vie économique de leur territoire et qui ont des liens très forts, on en parlait avec les parties prenantes, des liens très forts avec les parties prenantes, en l'occurrence pour nous, surtout du mouvement sportif, mais on a nos adhérents ont des liens très forts avec les collectivités et les clubs. En 2023, c'est un peu plus de 20 000 clubs, associations et collectivités partenaires. On a aussi équipé, là en 2024, 700 collèges de vélo pour permettre aux collégiens de la pratique du vélo et voilà, d'utiliser des vélos pendant leur cours de PS. C'est un lien très fort aussi avec les athlètes et les événements sportifs dans les territoires. Et puis là, c'est marrant parce qu'on va avoir des disparités régionales assez évidentes. Dans le Nord, on va avoir des adhérents qui sont très impliqués dans la gouvernance de clubs de foot. Dans le Sud, désolé pour le cliché, mais on va avoir un peu plus de clubs de rugby. À Montpellier notamment, voilà, dans d'autres villes. Et puis ça, on le retrouve aussi dans des offres qui sont très différentes en magasin. Quand on va avoir une école de surf à Bidart dans le magasin, ou quand on va avoir la possibilité de louer des skis de randonnée à Toulouse. Et puis, dernier lien, mais pas des moindres, le plus important pour nos adhérents, c'est le lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les territoires, qui est très riche, avec des partenariats en local historiques. Voilà, il y en a plein, je ne pourrais pas tous les citer, il y en a autant qu'il y a de magasins. On a Emmaüs à Toulouse, on a la recyclerie sportive à Grenoble, on a le Secours populaire, enfin beaucoup d'associations. Et ça, c'est une richesse presque immatérielle, très, très importante pour nous. Voilà. Merci beaucoup, Elsa. Avant de continuer sur d'autres exemples d'actions concrètes, Romain, tu as beaucoup travaillé avec beaucoup d'entreprises pour voir comment réussir à mobiliser les acteurs locaux autour, par exemple, du projet d'entreprise à mission, qui est une autre façon de faire. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bonjour à tous, bienvenue. Donc moi, je suis le cofondateur de Tactique 14 septembre, qui est un cabinet de conseil sur les sujets de la RSE historiquement, mais c'est bien de voir qu'il évolue. Et je suis fondateur du festival aussi Anticipation qui nous accueille aujourd'hui. Il y a toute une équipe qui a bossé là-dessus depuis un an sur les questions des limites planétaires. Et du coup, moi, pour rebondir effectivement sur ce premier sujet de la RTE, je suis très à l'aise avec la façon dont tu l'exprimes, Marilyn, parce que effectivement, la RSE, c'est un concept historique de comment on fait rentrer le développement durable. À l'époque, on l'appelait développement durable. Aujourd'hui, plutôt les limites planétaires. On essaye toujours d'essayer de chercher des concepts plus pertinents. Et finalement, la RSE, elle peut être assez descendante aussi. Elle peut être réfléchie en chambre, etc. Et la différence avec la RTE, c'est que on inverse en fait la charge de la preuve, et là on va vraiment, ça remonte du terrain, et comment on va réussir à enchasser finalement les entreprises, les organisations avec la réalité et les spécificités des différents territoires. Et alors du coup, moi, la question que je me pose quand mes clients chez Tactique, ils ont des enjeux territoriaux assez forts, c'est finalement comment on peut aussi poser le cadre, arriver aux actions que tu évoques, Elsa, chez Intersport. Et en fait, il y a pas mal de méthodos aussi. C'est ça qui est intéressant dans l'accompagnement des organisations. Déjà, il faut faire beaucoup de formation. Souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un niveau assez hétérogène en fait de compréhension de ces questions-là dans les organisations. Et donc, on ne peut pas mener des projets très pertinents si les gens dans l'équipe déjà ne sont pas alignés. Donc, nous, on fait beaucoup ce genre de formation, et une méthode qu'on utilise aussi après, une fois qu'on a formé, qu'on a mis un peu tout le monde au même niveau de compréhension des enjeux et de conscience,
c'est effectivement des labellisations ou des transformations comme l'entreprise à mission. Et l'idée, c'est vraiment aussi d'aller dans les territoires et de diffuser en fait largement aussi ce niveau de conscience pour qu'il reste en fait que la dynamique humaine qu'on crée avec ça, elle reste la plus solide possible et que du coup ça génère après plein de projets directement sur le terrain qui du coup renforcent et petit à petit ancrent aussi cette RTE et dans les équipes. Et c'est avant tout des projets humains finalement dans le terrain. Et on peut s'outiller d'ailleurs de plateformes comme l'ACA, qui du coup Emmanuel t'a pas encore présenté, mais je pense que c'est aussi la clé du succès. Effectivement, c'est d'avoir les bons outils aussi pour faire pour mettre en place ces process dans les entreprises. Donc, en tout cas, voilà, effectivement, c'est un nouveau champ d'expertise de nos métiers, ou en tout cas une nouvelle façon de le raconter, de l'organiser. Donc, ça nécessite des transformations. Et pour ça, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des outils, il y a des méthodes, il y a tout est disponible déjà pour y arriver. Et on voit du coup avec Elsa même les impacts positifs que ça a et comment ça permet aussi de générer de l'impact positif. Alors, sans doute d'un point de vue business, tu vas nous raconter, mais aussi tu parlais d'immatériel de l'entreprise, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi, voilà, c'est le bon momentum pour dire qu'il est temps aussi de renforcer les équipes dans les organisations autour de ces sujets. Merci beaucoup, Romain. Est-ce que, Elsa, tu veux rebondir et nous donner peut-être d'autres exemples d'actions et de comment vous avez peut-être déployer votre politique engagée sport chez Intersport? Oui, en fait, nous, on cherche à aller encore plus loin sur ces sujets d'ancrage, ce sujet d'ancrage territorial, avec une impulsion de la centrale. Du coup, pour la petite anecdote, moi, je suis dans une équipe RSE. On s'était jamais vraiment posé la question. Et le nom, ça ne fait pas tout, mais ça peut parfois faire beaucoup. On en parlait pour aligner tout le monde aussi dans les organisations. Donc voilà, nous, notre travail, moi je suis chargée c'était un peu long comme poste, mais chargée de projet économie d'usage et collaborative. Et donc mon travail, c'est de faire émerger des cas remarquables dans les territoires. Et on peut se poser la question de est-ce qu'on se rapproche pas plutôt d'une équipe RTE que d'une équipe RSE chez Intersport France. Et des exemples, on en a pas mal. En ce moment, effectivement, on accélère sur ces sujets-là. On a par exemple rejoint un parcours proposé par l'ADEME, un parcours d'accompagnement des grandes entreprises à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Encore un super mot théorique. L'EFC, en fait, ça nous pousse avec une méthode, avec vraiment beaucoup de méthodologie, à venir interroger le territoire, à venir complètement questionner notre mode de création de valeur dans les territoires, les externalités positives, négatives, les relations avec tout notre système d'acteurs dans les territoires. Donc on en est au début, au balbutiement du parcours, mais c'est très intéressant et ça nous challenge un peu sur notre manière de repenser notre création de valeur. D'autres exemples que je peux citer, on teste beaucoup de modèles dans les territoires. En ce moment, on teste dans la région Auvergne-Rhône-Alpes un modèle de nouveaux débouchés pour les textiles et les chaussures usagées que les clients nous ramènent en magasin dans nos meubles de collecte. Donc on a 73 magasins qui sont maintenant partenaires d'une démarche de coopération entre acteurs d'une filière de traitement des déchets textiles et chaussures. Donc une filière d'acteurs qui opère du tri, du réemploi, du recyclage, de la revalorisation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des acteurs de l'ESS, des logisticiens, des acteurs de la recherche et du développement. Et donc l'objectif, c'est de venir aussi dupliquer ces modèles-là, territoire par territoire. Et puis on a aussi peut-être une nouvelle logique de déployer des partenariats. Maintenant, de plus en plus, on vient faire du partenariat national, mais sur
du local, si je peux le dire comme ça. Par exemple, on est de plus en plus présent en montagne. On a un vrai sujet de gestion des déchets sauvages en montagne et on s'est associé à Mountain Riders. On a écrit avec eux une charte engagée sport pour nos magasins qui sont présents en station. Et donc, on vient de plus en plus faire un partenariat national, mais sur des thématiques locales. Et l'objectif, pareil, c'est de venir dupliquer ça, territoire remarquable par territoire remarquable. Et puis, je terminerai par, effectivement, tu as parlé de l'ACA, Romain, mais je terminerai par dire qu'on a aussi déployer l'outil LACA dans notre réseau. On a un peu plus de 200 magasins aujourd'hui qui sont sur la plateforme et c'est très précieux pour nous. On avait un vrai frein qui était venir remonter, faire émerger les bonnes pratiques du territoire et du coup c'est un frein qui est en train de disparaître avec cet outil et qui nous permet vraiment de faire émerger cet engagement territorial des magasins. Je pense que vous l'aurez compris, c'est comme ça qu'on fonctionne, donc c'est très précieux pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisa. C'était très intéressant. Donc, je vais quand même dire un petit mot sur l'ACA et après je vous parlerai d'exemples d'actions qui ont pu être mis en place chez nos clients. Donc l'ACA, qu'est-ce que c'est ? L'ACA, c'est un dispositif qui va aider les entreprises multisites à déployer, suivre et valoriser leurs actions RSE en local et donc de ce fait leur démarche RTE. Et donc en fait moi je vois ça comme un pont entre la RSE vers la RTE, donc faciliter le passage à l'action en local. Donc l'ACA, c'est une vingtaine de clients actuellement, parmi lesquels on peut citer Leroy Merlin, Intersport, La Maïf, Santé Cité, Elior et beaucoup d'autres. Donc l'ACA, c'est 5000 sites clients partout en France qui ont utilisé l'ACA pour mettre en place plus de 60 000 actions. Donc dans ces actions, il va y avoir des actions qui vont être en lien avec toutes les parties prenantes des territoires, donc municipalités, écoles, entreprises locales, collaborateurs, clients, associations. Donc j'ai donné quelques exemples. Je vous rassure, je ne vais pas vous donner 60 000 exemples. Mais donc on peut citer par exemple avec des actions en lien avec les associations. Chez Big Mat, ils ont un programme qui s'appelle les bâtisseurs du sport, où en fait ils vont apporter un soutien financier à des associations sportives en leur achetant des équipements. Il y a d'autres manières de soutenir les associations. Par exemple, Carmila, donc les centres commerciaux Carmila, ils mettent à disposition des espaces pour les associations. Donc ça peut être pour faire de la récolte de dons, de la récolte de produits de première nécessité ou tout simplement un espace pour se faire connaître auprès de leurs clients. On a aussi des exemples avec Leroy Merlin qui va mettre à contribution son savoir-faire pour faire ce qu'ils appellent des chantiers solidaires. J'ai l'exemple en tête du magasin de Ruelle-Malmaison où ils font assez régulièrement des chantiers solitaires et le dernier en date, ils ont en fait créé une salle de repos pour les salariés d'une ESAT dans le coin. Donc ça peut être intéressant. Et puis ça peut aussi être des partenariats sur le long terme. Donc un autre exemple, c'est le Leroy Merlin de Strasbourg qui a un partenariat avec l'Emmaüs du coin pour récupérer pas mal d'invendus pour qu'ils puissent les utiliser. T'inquiète. Donc on a aussi des initiatives en rapport plus avec les citoyens et les clients. Donc l'action Repair Café qui est mise en place par Weldom et Leroy Merlin, où en fait ils vont créer des ateliers avec des associations de réparation, de réparateurs, pour former leurs clients et les citoyens à la réparation en fait de leurs produits pour justement augmenter leur durée de vie. On a les centres commerciaux Carmila et Noud qui eux font pas mal d'actions autour de l'emploi local, avec par exemple une action qui s'appelle Shop ton job, où en gros ils mettent une borne avec toutes les offres d'emploi du coin pour que les gens puissent passer et directement postuler. Mais ils font aussi carrément des forums de l'emploi avec des associations pour l'emploi local.
où les gens peuvent rencontrer des entreprises qui recrutent. Ensuite, pour les actions avec d'autres entreprises locales, on peut citer l'exemple de Weldom. Dans plus de 60 de leurs magasins, ils mettent en place une action où en fait, ils vont laisser un espace et un temps à des entrepreneurs locaux pour qu'ils puissent présenter en fait, ce qu'ils font et se faire connaître auprès du public de Weldom. Donc la seule condition, c'est que ce soit des nouveaux entrepreneurs et qui se lancent. Donc voilà quelques exemples. C'est hyper intéressant, mais ça ne s'arrête pas là. Et en fait, l'objectif, c'est aussi de créer des actions qui vont aller changer et questionner les modèles d'affaires pour aller vers plus de résilience. On peut citer par exemple Leroy Merlin, qui a mis en place des espaces de seconde vie dans la plupart de ses magasins, où il va pouvoir vendre des produits de seconde main, mais aussi de développer par exemple une offre de location. Voilà quelques exemples. Et moi, je pense que la RTE a aussi vraiment un enjeu d'augmenter la résilience des entreprises, à la fois en créant des liens solides avec des partenaires locaux, mais aussi en allant justement questionner ces modèles d'affaires et les pensées locales pour être moins sujet aux aléas géopolitiques ou climatiques. Et aussi, ça permet en fait ce tissu local d'augmenter aussi l'attractivité des entreprises en termes d'emploi et en termes aussi de clients. En termes d'emploi, j'ai un exemple en tête, c'est un directeur de magasin d'un Noroto qui sont dans un secteur où la tension d'emploi est très forte, beaucoup de turnover. Et lui, il a un taux de turnover vraiment très faible. Donc, il expliquait ça par le fait qu'il mettait en place beaucoup d'actions pour ses collaborateurs, environnementales, sociales et de bien-être des collaborateurs. Je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, finalement, la RTE, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est pas de la RSE. En fait, c'est vraiment l'approche inverse finalement, mais c'est pas non plus de la philanthropie, par exemple. C'est pas l'entreprise qui finance. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est vraiment l'entre-deux qui va, à mon sens, aussi réenchasser les organisations comme les entreprises dans les enjeux de limites planétaires, pour faire un lien avec le festival. Parce que voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles arrivent à jouer de leur pouvoir d'influence, etc., et rentrer dans les limites planétaires, donc à la fois associer l'environnement et le social. Et que en fait, elles arrivent à générer de l'investissement, de la valeur économique grâce à ça, puisque c'est aussi leur fonction, mais qu'en même temps, elles le distribuent. Et là où on voyait avant des antagonismes entre les entreprises qui font de l'argent, si je fais des grands raccourcis, et les associations qui sont là pour un peu essayer de rattraper l'impact négatif qu'elles pouvaient générer, et ben finalement, cette RTE, elle est vraiment le concept qui va permettre de réduire tous ces impacts et de les travailler différemment pour qu'on les amenuise et que à la fois l'organisation participe à créer de la valeur aussi pour le monde associatif et que le monde associatif participe à créer de la valeur sociale ou environnementale pour l'organisation. Donc c'est aussi un changement finalement presque de conceptuel de nos sujets. Et du coup, est-ce que, toi Marilyn, j'imagine que tu étudies aussi à la fois ces enjeux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais moi, je partage tout à fait ce que tu dis, Romain. Hein, merci beaucoup. Moi, je trouve que on a quand même, avec Elsa et avec Emmanuel, on a beaucoup d'exemples qui montrent qu'on est sur aujourd'hui une lame de fond, c'est-à-dire la question des limites planétaires, avec le réemploi, la lutte contre le gaspillage, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Il y a des outils, Romain le rappelait tout à l'heure, en disant on peut travailler en collectif, etc. Pour autant, comment on change d'échelle? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un petit peu de mal à passer à la vitesse supérieure. Alors, ce qu'on a fait avec la responsabilité territoriale, en fait, il y avait un avis de la plateforme RSE en 2018 qui traitait explicitement de la question de la responsabilité territoriale. Et puis après, plus grand-chose. Donc, on a développé en fait deux choses. On a fait un groupe de chercheurs et un groupe d'acteurs. Et on a réfléchi en parallèle et en interaction sur qu'est-ce qui faisait que vraiment la RTE c'était important ou qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça apportait de nouveau.
Et ce qu'on a fait, donc on a publié un ouvrage, on a publié des livres blancs. Avec la chaire Terre ESS de Sciences Po Bordeaux, on a monté un programme de recherche en Nouvelle-Aquitaine pour regarder tout l'ensemble des dispositifs et en fait étudier. Parce que si c'est pour faire de la RSE bis ou du washing, c'est pas très intéressant. Ce qui est vraiment important, c'est de saisir des besoins concrets et d'y apporter des réponses. Et effectivement, on le voit bien, Elsa l'a vraiment très bien expliqué sur Intersport, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent sur les territoires. Ce qui devient intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir chaque territoire à une façon de répondre à ces enjeux-là. Et ce qui devient intéressant, et c'est pour ça que c'est un programme de recherche, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution tout à fait clé en main. C'est comment on construit. Donc, on a des outils pour accompagner, on a de l'ingénierie, de projets, on a de la formation, pas de problème. Mais par contre, comment on met tout le monde autour de la table pour travailler au sens commun, ça c'est autre chose. Alors évidemment, on l'a vu dans la diffusion et dans les discussions qu'on a autour de la responsabilité territoriale, les entreprises, les unités de l'économie sociale et solidaire, bah forcément, elles ont des valeurs prises en compte de l'humain au cœur du dispositif, lucrativité limitée, gouvernance démocratique, partagée. Tout ça, ça quand même apporte des postures qui permettent de se dire, effectivement, je sors de mes murs et je peux travailler à construire de la démocratie, à construire ensemble des solutions. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on le voit bien, les entreprises et les unités de l'économie sociale et solidaire, elles sont en première ligne. Pour autant, elles n'y arriveront pas seules. Et le but du jeu, c'est justement de voir comment on crée de nouveaux partenariats avec le privé, avec des entreprises qui sont conventionnelles, avec des collectivités territoriales qui vont se saisir de ces questions-là pour changer aussi le logiciel. Et c'est ce changement de logiciel qui est compliqué et qui est difficile. Donc, le festival Anticipation, je pense que l'intérêt, c'est de justement poser cette question des limites planétaires et de les regarder dans leurs différentes conséquences. C'est pas quelque chose qui va être forcément contraint négatif, mais on voit qu'on refait du sens. Donc le modèle d'affaires évolue, on le voit avec Intersport, avec les différents exemples qu'a donné Elsa. On rechange, on est toujours sur la fonction de l'entreprise qui est de fournir du matériel de sport et qui a évolué, mais en revanche, la façon de répondre dans les territoires en s'adaptant, moi j'aime bien Sud-Ouest Rugby, je sais plus ce que tu as dit pour le Nord, voilà. Le foot, oui, très bien. Donc on a des entreprises qui aujourd'hui font autre chose. Nous on l'a vu avec Michelin, on fait une fondation et on fait du soutien dans le milieu, mais en fait on change. C'est-à-dire qu'on ne soutient pas directement les entreprises avec lesquelles on est en sous-traitance. On va s'intéresser à ce qui fait communauté et donc aider des entreprises. Par exemple, on donne la possibilité à certains employés de mettre leurs compétences au service d'associations, au service d'entreprises qui ne sont absolument pas en lien direct avec l'activité économique de l'entreprise, mais qui en revanche nourrissent, construisent le tissu. Et ça, c'est un changement qui est intéressant parce qu'on voit encore, une fois de plus, l'idée de ce collectif, de se faire société qui se construit. Et ça, c'est intéressant de pouvoir l'explorer, de pouvoir le partager. Et donc, merci beaucoup au festival d'avoir mis cette table ronde parce que ça permet de se dire, OK, on a des outils, on a des envies de changer. Comment on fait? Comment on peut partager? Et comment on peut répondre aux grands défis qui sont énormes actuellement? Voilà. C'était très intéressant. Je voudrais rebondir sur un point. Tu as dit qu'il n'y avait pas une solution et qu'il fallait de la réflexion et il fallait vraiment tout ça pour quelque chose de vraiment transformant. Et c'est quelque chose qu'on partage chez Lacar, on est complètement d'accord. Il n'y a pas une solution toute faite. Et en fait, pour que ça marche, il faut d'abord une réflexion en amont. Donc, l'intérêt des consultants RSE, par exemple, ou des équipes RSE bien fournies. Donc une réflexion en amont, vraiment une stratégie, et ensuite utiliser l'outil pour faire ce passage à l'échelle. Mais même une fois qu'on a l'outil, on n'a pas juste à attendre que ça se passe. Il faut continuer le travail pour vraiment pouvoir opérer ce changement d'échelle
Donc c'est pour ça aussi que c'était intéressant d'avoir des points de vue assez différents pendant cette table ronde. Et puis en fait, moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, Marilyn, c'est que finalement, on parle d'innovation. En fait, c'est de l'innovation, mais qui n'est pas que sociale. Produit. Enfin, je sais pas, Intersport, peut-être qu'il pourrait raconter l'argent qu'il dépense en innovation produit, probablement. Mais en fait, en fait, il y a plein de façons d'innover, et cette innovation sociale, elle peut autant servir les enjeux, si ce n'est plus. Et que finalement, c'est aussi des nouvelles voies d'explorer tout ça. Et c'est ce travail aussi avec toutes les communautés qui fait que ça rend possible aussi ça, quoi. Ouais. Donc là, du coup, je rebondis par rapport à ce festival qui est super. Je trouve que vraiment mettre la création dans la réflexion, c'est vraiment très, très important. Nous, on est en train de mener un programme de recherche européen sur les industries créatives. Elle passe sous les radars, parce que généralement, ce qu'on finance et ce qu'on connaît bien, c'est l'innovation technologique. Ça, il n'y a pas de souci, que ça soit pour l'agriculture, que ça soit pour, je dirais, toutes les activités dans les espaces ruraux ou dans les espaces non urbains. Quand on pense innovation, c'est innovation technologique. Donc ça, on soutient, il y a moins de soucis. En revanche, tout ce qui passe dans la créativité, c'est plutôt sous les radars. Pourtant, aujourd'hui, au niveau européen, il y a une prise de conscience que ces activités-là, elles font du lien, que ce soit pour l'éducation, pour répondre aux besoins culturels, pour répondre aux besoins touristiques, pour la sauvegarde du patrimoine, etc. Ça devient très, très important et ça permet de recréer de la vie dans des espaces qui sont en train de perdre leurs habitants et de perdre leurs jeunes parce que finalement, on va considérer que rien ne s'y passe, alors qu'il y a des choses qui s'y passent. Et donc, en fait, dans ce programme de recherche, ce qu'on essaye de montrer, c'est l'industrie créative, qu'est-ce que c'est ? C'est pas seulement de la technologie ou c'est pas seulement je fais des films, mais c'est tout ce qui va être lié à la culture, à l'éducation. Et 2, c'est comment je peux trouver des nouvelles formes pour soutenir des activités qui sont transversale dans les espaces ruraux. Je soutiens l'agriculture, mais cette agriculture-là, c'est pas seulement le producteur qui va faire des céréales ou de la viande, c'est également quelqu'un qui va maintenir un emploi, donc c'est quelqu'un aussi qui va peut-être avoir un point de vente de produits, ça peut être aussi quelqu'un qui va participer au maintien de recettes de produits locaux, et à travers ce prisme-là ou à travers ce levier-là, on va avoir tout un réinvestissement de la culture, du maintien des jeunes, du tourisme, qui est fait autrement. Et ça, il me semble que c'est pour ça que j'étais très contente d'être invitée par ce festival et que je me disais que vraiment, c'était super d'avoir monté ça. C'est vraiment très important d'avoir cette conscience que le levier, il est dans les territoires. Le levier, il est dans le concret et que ça permet d'agir et de reprendre sa vie en main et de mettre en cohérence ses valeurs et ses actions. Oui, ce que vous avez dit tous les deux, ça résonne déjà sur ce sujet d'innovation. Nous, on a un concurrent qui est très doué dans l'innovation produit. Donc, je pense que nous, on a, avec tout ce que j'ai expliqué, on a un vrai créneau sur tout ce qui est innovation sociale, innovation servicielle. Et dans ce sujet de passage à l'échelle, c'est intéressant parce que je pense que j'ai assisté à une bonne dizaine de conférences pour comprendre comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle sur des modèles circulaires. Et en fait, la RTE, c'est totalement une partie de la réponse parce que on ne peut pas dupliquer ou tout passer à l'échelle à un niveau national. C'est hyper important de comprendre les spécificités des territoires et nous on est en train aussi avec ce parcours dont je vous parlais, ce parcours avec l'ADEME, de re-questionner aussi toutes les sphères fonctionnelles dans lesquelles on agit en tant qu'Intersport. Et en fait, c'est hyper important de venir comprendre. Nous, finalement, il y a des sujets qui, de près ou de loin, nous touchent, qui sont des sujets de santé, des sujets d'éducation, des sujets d'inclusion. Et donc, c'est aussi dans ces territoires-là qu'on va pouvoir retrouver cette richesse et redonner du sens, effectivement. Donc, voilà, ça a résonné à ce niveau-là, ce que vous avez dit. Ouais, et moi aussi, pareil, Marilyn, là, on termine le passage à entreprise à mission d'un industriel français qui a 3 usines. Et en fait, c'est exactement ce que tu racontes. C'est-à-dire que lui, il a besoin de savoir-faire industriel spécifique.
Et en fait, ce qu'il est en train de se rendre compte, c'est que c'est des savoir-faire qui sont compliqués à maîtriser. Et en fait, il travaille dans des territoires ruraux. Et en fait, il voit la déliquescence un peu des territoires. Et donc, en fait, il a de plus en plus de mal à recruter. Donc, ça, en marque employeur, voilà, il dépense beaucoup d'argent pour essayer d'attirer. Et en fait, il se dit, mais finalement, peut-être que je suis en train de mettre l'argent et l'énergie au mauvais endroit, parce que peut-être que si je travaillais, et donc on a mis dans sa mission, un de ses objectifs statutaires, un travail autour de cette question des territoires, parce que lui, il se dit, j'ai exactement besoin de ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir le maillage qui va du boucher à l'école, au truc, etc. Parce qu'en fait, si j'ai pas de gens pour travailler dans mon usine, en fait, même tout le projet collectif qu'on porte autour de la réindustrialisation française, il est en fait menacé. Donc, parce que c'est pas qu'une question des fois de salaire, mais si on augmente le salaire d'une personne qui est en couple et dont la femme ne peut pas trouver d'emploi ou les enfants n'ont pas d'école, il pourra continuer à augmenter le salaire. Ça n'attirera pas. Donc la question, c'est vraiment de prendre le problème dans la complexité et en transversal. Et ça, c'est un changement de logiciel, y compris pour les collectivités territoriales, parce qu'elles ont des politiques souvent qui sont ciblées, alors que là, on demande en fait de prendre un problème dans le concret et de trouver une réponse collective. Et c'est pour ça que c'est une réponse qui est collective et qui n'est pas une réponse individuelle. Et c'est très challengeant et c'est en même temps enthousiasmant, parce que ça veut dire que tous les territoires, ils doivent trouver la façon de répondre et de co-construire. Et ça devient particulièrement intéressant, quoi. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions pour nous ? Oui, bonjour, Jean-Louis Bancel, président de la Fondation du Crédit Coopératif. Je voudrais demander à Marilyn, mais à ceux qui interviennent sur ce sujet, où ils sont les banquiers dans cette histoire ? Est-ce que ça les intéresse ou ils se dérobent ? Il y a 15 ans, on avait suggéré de transposer en France un dispositif législatif américain, pays libéral s'il en est, qui est le Community Reinvestment Act. Aux États-Unis, toutes les banques sont obligées de consacrer une partie de l'argent qu'elles recueillent dans leur caisse à faire des crédits à l'échelon local. Ceci ne s'applique pas en France. Est-ce qu'au moins sur des bases volontaires, il y a des banques qui s'intéressent à la RTE ? Oui, merci beaucoup Jean-Louis, tu as tout à fait raison. Parce que très souvent, on va considérer, et ça sera à lire dans le prochain numéro de la RECMA, que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un moyen de financer l'économie, pas seulement les banques, mais au-delà, avec le maintien d'activité. Mais tu as raison, les banques aujourd'hui, effectivement, si je pense par exemple au crédit coopératif, au crédit mutuel, il y a une volonté d'être au service du local et de partir. Et Elsa l'a très bien exprimé avec Intersport. On part de la base et on remonte. Et ce qui est intéressant dans ce genre de structures, qui sont quand même des grosses structures, et les banques en particulier, c'est qu'on va pouvoir articuler l'action sur différents niveaux. Et ça, c'est très, très important. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des banques aujourd'hui qui se saisissent à travers la volonté de dire, tiens, on va financer des projets qui ont un impact environnemental positif ou un impact social. Donc, les banques, elles sont partie prenante quand on dit les parties prenantes, je ne les ai pas citées, mais tu as raison, elles sont partie prenante de ces nouvelles façons de coopérer sur le territoire. Et c'est très, très important de pouvoir avoir ce levier financier, ce levier d'action. On le voit aussi avec des fondations. Les fondations aussi, aujourd'hui, changent un petit peu. Certaines fondations changent leur logiciel. C'est plus forcément des fondations d'entreprise, mais c'est aussi des fondations territoriales, où l'idée, c'est bien de répondre aux besoins des territoires. Voilà, je ne sais pas si ça... Peut-être un petit complément aussi de mon côté. Alors, et puis dans la variété des acteurs, nous, on travaille aussi avec des fonds d'investissement. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un fonds d'investissement StarQuest qui est partenaire du festival cette année et qui viendra d'ailleurs tout à l'heure expliquer ce qu'ils font, d'ailleurs, si vous voulez rester dans une table ronde. Mais effectivement, il y a aussi dans le logiciel des fonds d'investissement aussi l'intégration de l'impact désormais. Et ils financent aussi, notamment StarQuest, ils sont avec Phoenix sur le gaspillage alimentaire dans les territoires, etc. Donc,
c'est aussi un logiciel qui est en train de changer dans le monde de la finance. Mais effectivement, en fait, il a de sa complexité parce que en termes de rentabilité, etc., ce qui sont les critères usuels dans ce monde-là, en fait, on est sur autre chose. Et en fait, il faut donner de la valeur à cette autre chose. Il faut savoir le mesurer pour ensuite pouvoir en faire la comptabilité. J'en profite pour faire une autre page de pub parce que la comptabilité multi-capitaux sera une table ronde dimanche. Mais en fait, il y a ce qui a aussi la preuve qu'on veut démontrer, c'est que il y a beaucoup de créativité conceptuelle en ce moment. On a de la chance en France d'avoir en plus des chercheurs qui proposent des choses hyper intéressantes pour faire ces mesures différemment. Et donc, comme on a eu Jean Covici sur le carbone, on est en train d'avoir d'autres méthodos aussi. Et donc, on va réussir, je pense, à aussi donner l'information, parce qu'en fait, finalement, c'est ça le problème, c'est que les banquiers, ils n'ont pas l'information des impacts, ils voient avec leur prisme, ils sont dans leur petit couloir de nage, et puis en fait, ils n'arrivent pas à avoir la cartographie de la complexité de ça. Et donc, c'est aussi le travail des organisations, pour le coup, là, de RSE dans les entreprises, de donner l'information, je pense, des impacts aux dirigeants, bien formulée, bien retranscrite, pour qu'aussi ils puissent transformer. C'est un peu la logique du pacte européen d'ailleurs, qui est partenaire du festival aussi. Mais en tout cas, voilà, d'inverser cette charge de la preuve et de fournir. Le pari, il est hyper intéressant, je trouve, c'est de se dire en fait, est-ce que des équipes dirigeantes formées, enfin informées en tout cas, est-ce qu'elles changent les stratégies de l'entreprise? Et en fait, là, on va le voir parce que au niveau européen, je ne sais pas si vous le constatez, mais en fait, on est en train de vivre quand même une petite révolution et on va apporter, grâce au Green Deal, toutes ces informations aux équipes dirigeantes. Donc, dans les 2 à 5 ans, on va commencer, je pense, aussi à avoir des transformations assez massives des stratégies, notamment des financiers. Bonjour, merci beaucoup. Alors moi je découvre cette notion aujourd'hui, c'est passionnant. Je me questionnais sur le modèle de développement de la RTE. Si je comprends bien aujourd'hui, le cas qui revient souvent, c'est que dans chaque territoire, il y a plein d'acteurs qui ont des choses à apporter, mais ils n'ont pas forcément conscience de ce qui existe autour d'eux. Et finalement, un projet va finir par émerger quand un des acteurs prend l'initiative, seul ou accompagné par un cabinet, d'une prise de contact, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il existe en parallèle de ça des structures tierces, alors c'est peut-être justement l'objet des fondations, qui, d'une part, peut-être centralisent des porteurs de projets qui cherchent des contributeurs pour venir cocher des cases, qui communiquent sur ce qui se fait, parce que bien souvent, on a besoin d'inspiration. Et je finis sur la notion de créativité. Il y a même le fait qu'aujourd'hui, souvent, on a envie d'eux, mais on est encore incapable de penser ce modèle vertueux qui pourrait être mis en place. Et finalement, on a besoin de cellules créatives qui viennent proposer des concepts sur lesquels chacun pourrait peut-être travailler. Voilà. Donc, est-ce que c'est des structures comme ceci qui, je pense, pourraient contribuer à impulser des projets existent? Merci beaucoup pour la question. Puis ravi que ça vous plaise, quoi. Je serais tentée de dire que on le voit sur les territoires, dans les différents espaces, on a des acteurs qui font des choses. Il y a des acteurs qui travaillent ensemble, et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager, diffuser les informations et construire. Donc, Romain et Emmanuel tout à l'heure ont dit, il y a des outils, des plateformes, etc. Ok. Mais en fait, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça que je disais, c'est un programme de recherche appliqué. Certes, on travaille avec les acteurs, mais ça reste, c'est quand même un programme de recherche pour réfléchir à. C'est qu'en fait, il n'y a pas une façon de gérer le dispositif. Il n'y a pas une façon de le piloter. Ça peut être un pilotage fait par une collectivité territoriale, par un acteur, par un groupe d'acteurs. On voit qu'il y a une très grande diversité. Et ce qui, je pense, aujourd'hui est intéressant, c'est de voir ce foisonnement. Au contraire, ça nous donne des idées sur comment on peut inspirer, comment on peut créer les conditions pour faire émerger et éclore ces processus-là. Parce que coopérer, c'est pas évident. Hein, je veux dire, nous, quand on a commencé à travailler avec les acteurs, on avait des entreprises autour de la table qui nous ont dit « Mais attendez, vous nous demandez de coopérer, mais l'entreprise d'à côté, je suis en concurrence sur le marché, pourquoi je vais travailler avec eux ?» Donc ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour décentrer et expliquer ce qu'est le bien commun, expliquer ce qui fait communauté et trouver des solutions. Donc il n'y a pas aujourd'hui une façon, une méthode, mais justement, on a beaucoup à apprendre de tout ce qui est en train d'émerger sur les territoires. Moi, j'aime beaucoup cette question parce que, en fait, vous avez très bien décrit un des cas d'usage de l'ACA.
Donc en fait, j'ai pas détaillé concrètement ce qu'était l'ACAR, mais le cœur du dispositif, c'est un catalogue en fait d'actions RSE concrètes qui est à la fois fourni par les équipes au siège, mais aussi, et c'est important, par des initiatives qui viennent en fait des sites en local où chacun peut proposer une action qu'il a mis en place en détaillant au maximum. Et en fait, dans ce catalogue, on va retrouver toutes ces actions. Et l'idée, c'est que les personnes en local qui n'ont pas forcément beaucoup de temps puissent venir et en un coup d'œil avoir les idées d'actions les plus impactantes ou poussées par la stratégie de l'entreprise et avoir une recette de comment la mettre en place pour ne pas perdre de temps. Et s'il y a besoin d'un prestataire ou d'une association, avoir le contact directement. Donc on recense aussi toutes les associations et les prestataires que les entreprises ont pu solliciter dans d'autres sites. Et donc, c'est un des aspects importants. Et l'autre aspect, c'est de valoriser ce qui est fait. Et en fait, chaque site peut voir ce qu'ont fait les autres sites. Et ça leur permet, du coup, de s'inspirer et de se poser des questions pour savoir comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont des conseils pour bien le faire, etc. Donc, voilà. Concrètement, effectivement, c'est ce qui est un outil assez usuel aussi dans les organisations, c'est un réseau d'ambassadeurs, par exemple, à animer, voilà. Et donc ça permet effectivement aussi de prendre la complexité des territoires parce que ça passe par de l'échange, etc. Donc je parlais tout à l'heure des formations, donc faut former ces ambassadeurs, etc. Mais après, c'est des relais aussi qui peuvent, du coup, une fois outillés, voilà, faire vivre dans la durée aussi tous ces enjeux dans l'organisation. Après, vous, votre question était plus large sur qui, finalement, dans les territoires peut être responsable. Et effectivement, là, je pense que c'est aussi de l'innovation, d'une certaine manière, parce que, effectivement, probablement que les collectivités territoriales, à court ou moyen terme, seront amenées aussi à agir, en fait, de façon un peu différente, avoir peut-être plus de relations avec, effectivement, les organisations privées, et en tout cas, d'être aussi, finalement, des catalyseurs de ces démarches. Donc, je pense qu'on est vraiment aussi au début là, de la maturité de ces enjeux et c'est en train de se transformer. Bonjour. Alors, nous, on est 4 du Crédit Agricole à être là aujourd'hui parce qu'en fait, cette notion de responsabilité territoriale des entreprises, elle est au confluent de beaucoup de choses. Donc, vous avez la responsable du modèle coopératif, la responsable de l'inclusion sociale, la responsable de la RSE et la responsable de l'engagement sociétal. Voilà. Et donc, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui conceptualise quelque chose que l'on fait depuis 150 ans et sur lequel on n'arrive pas à mettre de mots. Parce qu'on a 28 000 personnes qui sont sur les territoires, c'est des administrateurs qui sont des bénévoles de la banque, hein, il faut le rappeler quand même. C'est quand même un concept d'être bénévole d'une banque. Et justement, dans 39 banques différentes, qui chacune réinvestit l'ensemble de ses résultats sur son territoire propre, parce que c'est une fédération, donc c'est pas la BNP ou la Société Générale, et on a énormément de mal à continuer à faire vivre ce modèle dans un monde globalisé, où l'Union européenne, où les modèles internationaux, où la finance, qui n'a rien à voir avec la banque et la finance, ce sont deux choses différentes, fait tout pour tuer en fait cette structure-là. Donc il ne faut surtout pas qu'on oppose la coopération, la banque, les acteurs, surtout quand il s'agit de gens qui font ça au quotidien. Donc nous, on est là parce que justement, on est hyper contente de rencontrer des gens. On a rencontré des universitaires cette année, on a été à la rencontre de plein d'universitaires qui n'arrivaient pas à nous donner un concept sur ce qu'on faisait et pour nous aider à faire le lien entre nos 3 métiers sur lesquels on pense qu'on sera plus fort si on agit ensemble dans nos organisations. Pour autant, moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que vous avez dit sur la RSE, c'est que je ne pense pas qu'il faille remplacer la RSE par la RTE. Je pense qu'il faut agir local, c'est pas moi qui l'ai inventé, act local, think global, pour pouvoir avoir un changement global. Et que ce qu'il y a de nouveau dans cette RTE, c'est que là où ça fait des années maintenant qu'on a une forte prise de conscience environnementale et que ça prend le dessus dans les réglementations et donc forcément dans les actions des entreprises, la RTE revient mettre un peu d'inclusion sociale et d'humain au centre. Donc je ne crois pas qu'il faille écraser une notion par l'autre, mais trouver la complémentarité. C'est vraiment ça qui nous anime, nous,
Et ce pourquoi on est venu aujourd'hui, c'est pour trouver des réponses sur la manière de faire vivre ça. Après, on est des taiseux, je veux dire, on est Crédit Agricole, donc on ne parle pas beaucoup, donc les gens ne savent même pas qu'on est une banque coopérative. Ils ne savent pas qu'on a effectivement près d'une 80 fondations, c'est ça, à travers les territoires, qui chacune travaille à des petites échelles. Et malheureusement, quand on travaille sur le côté territorial, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas et ça ne se sait pas. Donc comment on résout ça ? Ah ben, merci beaucoup. Moi, je suis contente d'être venue. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'intégrer notre programme de recherche, parce que, voilà, parfait, quoi. Nous, on est tout à fait ouverts à ça. On travaille avec une grande mutuelle, actuellement, qui se pose exactement les mêmes questions. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises et les unités de l'économie sociale et solidaire sont effectivement avec leurs valeurs, et donc on se dit, ils sont effectivement fer de lance, et pour autant, il y a quand même un petit changement à faire. Donc, ça permet de réaligner les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et qu'on soit une petite unité ou une grosse unité, l'idée, c'est vraiment de voir comment je peux construire. Donc, il n'y a pas une opposition RSE-RTE, il y a une distinction. Et je pense que c'est important de le comprendre pour voir ce basculement d'action. Et c'est important donc de le prendre, de le comprendre pour pouvoir agir et réagir. Et donc ça, merci de votre intervention et à disposition pour continuer le travail. Une dernière. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de vos explications. C'est aussi des notions assez nouvelles pour moi et tout à fait intéressantes. En vous écoutant, on a tangenté la question de la CSRD, de l'enrichissement et de la structuration des démarches RSE et du reporting. Je me demande en vous entendant si, malgré tout, la RTE, pour devenir quelque chose de durable, crédible, peut faire l'économie, entre guillemets, de s'aligner sur un certain nombre des critères qui sont aujourd'hui dans le CSR. Pour l'instant, ce que j'ai entendu, qui est extrêmement intéressant, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'écume qui vient se mettre en plus. Ce dont on n'a pas parlé, c'est de l'empreinte socio-économique, par exemple, des entreprises. Je vais donner un exemple. Pour qu'une entreprise comme Crédit Agricole et pour qu'une caisse régionale du Crédit Agricole soit reconnue pour ce qu'elle fait, il faudrait qu'il y ait des indicateurs communs ou non, mais enfin en tout cas des indicateurs qui puissent dire, bah oui, voilà une banque qui remet beaucoup de son résultat donc dans le territoire. Pour distinguer un industriel d'un autre, dire que qu'un industriel par exemple réalise 80% de ses achats dans sa biorégion ou plus largement sur le territoire national, ça a un impact différent qu'une centrale d'achat qui par ailleurs fait des choses formidables, mais qui principalement irait se sourcer en Chine pour revendre localement. C'est pas du tout la même chose. Et on peut faire autant d'actions géniales avec l'ESS, etc. On n'arrivera pas à se mettre exactement au niveau. Donc je me demandais si, est-ce qu'on peut faire l'économie d'une réflexion sur l'empreinte socio-économique des entreprises si on parle de responsabilité territoriale ? Merci beaucoup pour la question. Non. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, tout ça, mais non. Et pour faire très court, parce que le temps est compté, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'identifier quels sont les indicateurs. Et pour faire une réponse, nous, on fait une hypothèse qui est que ces indicateurs-là, il faut qu'ils soient co-construits. On a beaucoup de référentiels qui nous donnent beaucoup de mesures, d'indicateurs, de tout ce qu'on veut. Pour autant, ils ne sont pas tous importants ou intéressants. Et l'idée avec la RTE, c'est de pouvoir réunir les gens autour d'une table, se donner ces indicateurs-là, à la fois de moyens, de résultats, de voir comment on progresse ensemble. Et ce qui nous semble aujourd'hui important, ça sera peut-être différent dans 2 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir discuter et faire de l'indicateur, de la mesure d'impact, de la création de valeur, quelque chose qui puisse être discuté conjointement et permettre d'avancer ensemble sur les territoires et dans la stratégie. Ouais, et puis peut-être aussi pour rebondir là-dessus, nous on accompagne des entreprises justement sur ces transformations CSRD, donc la fameuse directive européenne. Et dans cette directive, il y a effectivement demandé des indicateurs sur au moins 2 ESRS. Donc ça c'est l'acronyme barbare de l'Union européenne, mais sur les communautés et la force de travail intérieur à l'entreprise. Donc
l'objectif de cette directive-là, qui est d'aligner 50 000 entreprises en Europe à peu près en termes de taille et de chiffre d'affaires sur une capacité à produire de l'information sur ces enjeux-là, il est intégré aussi dans la réglementation désormais. Donc c'est aussi, ça participe au changement que j'évoquais tout à l'heure, où on va avoir là prochainement, avec les enjeux de la double mat, absolument, etc. Donc c'est un peu technique, effectivement, mais en tout cas, il y a la volonté du législateur européen de répondre à cette question, et justement, notamment sur la question des communautés, de bien expliquer comment elles sont impactées par l'entreprise et d'avoir des indicateurs de l'entreprise sur comment elle s'engage là-dedans. Donc on va pouvoir comparer les entreprises et on va avoir cette information-là. Alors, sur la CSRD, je suis d'accord avec vous, effectivement. Il y a des indicateurs sociaux, mais qui sont bien loin, je pense, encore de la RTE. Quand on parle communauté affectée, l'IFRAG a construit ces indicateurs, plus, je pense, pour l'environnement international que ce qui se passe dans nos territoires. Et il y a encore tout un travail à faire. On voit bien, alors moi je suis plutôt d'un naturel positif, donc je me dis c'est le début. C'est le début, faut y croire, il faut vraiment penser que cette CSRD, c'est le début de la transformation de nos business models. Mais il y a vraiment des choses à cranter, c'est-à-dire quand aujourd'hui on est obligé de parler en coût induit, on voit le travail qui a été fait sur le contrat impact social. Enfin, je veux dire, on est vraiment à l'aube d'un travail. Donc, il y a vraiment quelque chose à cranter. Et co-construire, oui, mais co-construire aussi peut-être avec l'Europe, pas seulement au national. Nos territoires sont importants et ça part de là. On a des belles histoires. Enfin, nous, c'est notre quotidien, notre terrain de jeu, on va dire, de tous les jours. Mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose à cranter et à co-construire avec l'Europe, avec le monde de la banque et de la finance, parce que sans la finance, je ne crois pas qu'on trouvera l'argent suffisant ou les ressources suffisantes pour transformer nos business models et apporter les réponses positives à la société. Tout à fait. Eh ben, merci à tous, merci à nos 3 intervenants, merci à vous. Merci beaucoup. On va devoir libérer la salle, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir nous voir à l'extérieur de la salle. Et alors sur la RTE, il y a le livre de Marilyn si vous voulez faire une photo ou googler. Et vous avez surtout les travaux des artistes qui sont exposés au sous-sol. Donc je vous les recommande chaudement sur la question des limites planétaires. Allez-y dès que vous pouvez. Et si vous avez apprécié l'événement, avec l'ACA, on organise beaucoup d'événements de ce genre-là sur des sujets très différents. Le dernier, c'était sur les ambassadeurs RSE. Donc n'hésitez pas à voir nos actualités, que ce soit sur LinkedIn ou sur notre site, et à regarder nos prochains événements. Merci à tous.